Bonjour à tous, ici Paul-Elena Ponceau pour un nouveau podcast sur la chaîne YouTube à propos du leurre des entités sans âme et leurs mensonges. Mais avant de commencer, on voulait vous annoncer qu'on organise une conférence le samedi 6 janvier 2024. Conférence en présentiel. En présentiel, absolument, à Paris 14e. Donc, toutes les coordonnées de toute façon seront en dessous de ce podcast. Pour vous y inscrire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Voilà, parce que tout simplement, pour que le café qui possède la salle puisse prévoir le nombre de chaises. Participants, absolument. Alors, sachez que de toute façon, dans le lien en dessous de ce podcast, il y aura le programme de la conférence, la durée de la conférence. C'est une conférence qui dure 6 heures, de 12 heures à 18 heures. Et il y aura aussi notre adresse mail. Donc, on mettra le lien juste en dessous de ce podcast. Et vraiment, n'hésitez pas, parce que c'est une conférence inédite avec plein de nouvelles informations, beaucoup de nouvelles informations, et surtout, c'est un tout petit prix. Alors, sachez également que nos livres sont disponibles sur notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr. Ils sont également disponibles à la Librairie du Bonheur. On vous mettra le lien vers la Librairie du Bonheur en dessous de ce podcast et vers notre dernier livre en particulier, qui est sorti donc en 2021, mais qui reste d'actualité. Et sachez également que j'organise, et c'est une première pour moi, un webinaire le vendredi 19 janvier de 19h à 23h, donc webinaire, c'est une conférence Internet. Et cette conférence Internet de 4 heures sera consacrée au projet Bluebeam, avec beaucoup de nouvelles informations. Alors, dans cette conférence Internet, il y aura des temps de pause pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y participer, d'autant plus que là aussi, le prix est extrêmement raisonnable. Donc, je mettrai le lien pour réserver une place à notre webinaire du 19 janvier également en dessous de ce podcast. Alors, sachez que pour les personnes qui sont déjà inscrites au webinaire, j'enverrai le lien vers ce webinaire 2 ou 3 jours avant la conférence. Donc, et après, il n'y a plus qu'à assister. Et après, il n'y a plus qu'à assister au webinaire. Absolument. Donc, n'hésitez pas, ça sera encore un moment super avec beaucoup d'informations et vraiment, le projet Bluebeam mérite d'en parler et reparler parce qu'on est en plein dedans. Exactement. Et il y a énormément de conceptions absolument fausses sur le projet Bluebeam qui circulent dans le milieu de la recherche de vérité. Donc, on va voir que c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus subtil qu'on ne le pense. Et maintenant, sans plus attendre... Et maintenant, Paul, qu'est-ce que tu as à dire par rapport aux leurres et aux mensonges à non plus finir sur les entités sans âme? Eh bien, beaucoup de personnes ne comprennent pas que les entités sans âme, que ce soit lors des rencontres rapprochées, que ce soit lors de phénomènes paranormaux, lors d'apparitions de personnages religieux, comme l'apparition de la Vierge Marie, par exemple, ou les apparitions de la Vierge Marie, vont leurrer les personnes, manipuler la perception des personnes et mentir carrément aux contactés pour justement les mettre sur des fausses pistes, pour vampiriser leur énergie. Donc cette notion de leurre, de mensonge, les premiers à découvrir ça, c'était John Keel qui, dès les années 60, a compris que ce qu'il y avait derrière le phénomène ovni, derrière une grande partie des phénomènes paranormaux, et encore une fois, pas tous, comme on l'a vu dans nos différents podcasts et dans notre dernière vidéo sur YouTube consacrée aux fantômes, mais John Keel a vu que derrière beaucoup de phénomènes paranormaux, il y avait la présence de ces entités non humaines, qu'on peut appeler entités extradimensionnelles, djinns, démons, archontes, peu importe la dénomination, qui basiquement étaient des entités
manipulatrice, qui mentait aux témoins, qui se faisait passer pour ce qu'elle n'était pas. Ensuite, cette notion de manipulation a été reprise par d'autres auteurs, notamment par Jacques Vallée, même si lui ensuite a complètement tourné par rapport aux recherches qu'il faisait dans les années 60, 70 et 80, mais lui aussi a compris cette notion de l'heure. Et Jimmy Gueux aussi avait bien compris cela, et des auteurs comme Jean Sider, par exemple. Peu de gens en parlent, mais c'est un auteur français qui a eu le mérite quand même de comprendre la manipulation des entités derrière une grande partie des apparitions d'ovnis et derrière une grande partie des phénomènes paranormaux. Encore une fois, on parle bien d'une grande partie des phénomènes paranormaux, mais pas tous. Mais les entités n'ont pas besoin de se montrer, on est d'accord? Elles peuvent vampiriser à distance, elles peuvent vampiriser par télépathie, elles peuvent vampiriser physiquement à plusieurs niveaux. On est d'accord, elles n'ont pas besoin de se montrer physiquement forcément. Elles se montrent, elles peuvent se manifester. De toute façon, ces entités sans âme sont des entités de nature physique. Ce sont des entités... Une physique comme la nôtre ou une physique un peu différente? C'est une physique différente de la nôtre. Mais on l'aperçoit. Mais ce sont des entités physiques, matérielles, qui d'ailleurs utilisent des technologies. Elles sont même liées aux technologies, puisqu'elles ne peuvent pas fonctionner sans technologie. Elles utilisent des technologies, notamment des vaisseaux interdimensionnels, et ça explique certains ovnis. Elles enlèvent physiquement des gens lors d'abduction, par exemple, voir les podcasts qu'on a fait sur le phénomène des abductions, voir aussi le travail du docteur David Jacobs sur les abductions. Elles peuvent aussi se manifester physiquement lors des contacts. Par exemple, les expériences des contactés sont réelles et physiques pour la plupart dans le monde physique, mais les contactés sont leurrés par les entités sans âme, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne les rencontrent pas physiquement, parce qu'ils les rencontrent physiquement. George Adamski, par exemple, le contacté américain le plus célèbre, dont les expériences ont été authentifiées par des photos où des analyses récentes ont montré qu'il y avait des présences d'entités dans les photos que Adamski lui-même n'avait pas vues. Donc, ces photos, contrairement à ce qui circule, n'ont jamais été des canulars, c'était des photos authentiques. Donc, elles prouvent que les entités rencontrées par Adamski étaient des entités physiques. Durant ses contacts avec les entités, Adamski a fait des voyages dans l'espace, ou en tout cas a été manipulé à penser qu'il voyageait dans l'espace, alors qu'il voyageait physiquement dans d'autres dimensions. Mais ces contacts sont authentiques. Cependant, il y a cette manipulation, il y a le leurre de la part des entités sans âme. Et on voit le leurre. Par exemple, on a été à Courtezon. Courtezon, c'est une petite ville à quelques kilomètres d'Orange, où donc dans le sud de la France, dans le département du Vaucluse, où le contacté, Pierre Monet, a eu son premier contact avec des entités non humaines. Le contact de Pierre Monet a été avec des entités non humaines de type humain, blondes aux yeux bleus, mais qui n'étaient très certainement pas des humains, qui étaient des entités sans âme, qui se faisaient passer pour des êtres humains. Et ces entités sont présentées à Pierre Monet comme des voyageurs du temps. Et c'est vrai à un niveau, puisque les entités sans âme manipulent l'espace et le temps. On a vu que le temps était issu de la technologie de ces entités sans âme. Alors, pourquoi je dis entités sans âme? Parce que ce sont des entités qui fonctionnent comme des formes d'intelligence artificielle, qui n'ont pas de connexion divine, pour diverses raisons que j'explique plus en détail dans d'autres podcasts, dans nos livres, qu'on explique aussi dans nos conférences. Mais ce sont des entités qui sont des formes de vie
synthétiques, dépourvues de connexion divine, mais qui sont bel et bien physiques et qui sont capables de manipuler. Donc Pierre Monet, par exemple, a pensé que ces entités étaient des entités de type humaine, alors que c'était des entités d'apparence non humaine. Et ces entités ont donné un message à Pierre Monet. Elles lui ont dit, lors de son premier contact, qu'elles allaient régénérer ses cellules et qu'il allait vivre 120 ans. Simplement, Pierre Monet est mort bien plus jeune. Il est mort, donc pas jeune non plus, mais vers 70 ou 80 ans. Donc on voit bien qu'il y a cet aspect mensonge, manipulateur de la part des entités sans âme. Pourquoi ce genre de manipulation? Pour que Pierre Monet puisse adhérer à elle. Parce qu'après, ces entités ont utilisé Pierre Monet comme une sorte de gourou pour basiquement véhiculer le message des entités sans âme. Et le message des entités sans âme, c'est un message qui est lié au programme du faux sauveur externe. C'est un message qui dit, vous les humains, vous êtes extrêmement mauvais, mais nous, on est là pour vous aider. Et c'est le message typique des contactés, c'est pour véhiculer le programme du faux sauveur externe. Si elle voulait vraiment régénérer son corps, tu penses qu'elles ont suffisamment la technologie pour le faire? Bien évidemment. Mais elles n'ont aucun intérêt. Elles n'ont aucun intérêt, aucune envie. Et il y a un autre aspect à cela. C'est un espèce de jeu, un jeu pervers pour vampiriser, pour manipuler le contacté. Les entités semblent jouer avec, elles jouent avec les contactés, mais ce n'est pas un jeu sain, c'est un jeu malsain, un jeu pervers pour vampiriser, pour manipuler le contacté. Pourquoi elles font ça? Pour vampiriser. C'est vraiment cet aspect jeu sadique qu'on retrouve dans les contacts. Maurice Mas aussi. Maurice Mas, c'était un contacté, en tout cas un Français qui habitait à Valençol, qui a vécu en 1965 une rencontre rapprochée. Et nous, on a été sur Valençol et on a parlé à des gens qui connaissaient Maurice Mas, qui connaissaient la famille de Maurice Mas. On a même été sur les lieux exacts de l'apparition. Et selon un monsieur, un local, qui nous a très gentiment emmenés sur les lieux exacts de l'apparition, la végétation a encore, plus de 50 ans après, du mal à pousser. Oui, ne pousse pas elle ne pousse pas pareil. Et effectivement, on a pu le constater, ça nous-mêmes, parce que le champ où a eu lieu l'apparition, quand on y est allé, était en friche. Et à l'endroit où il y avait les apparitions, il y avait beaucoup moins d'herbe et tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. On a parlé aussi à Maurice Chassepoul, donc, qui était vraiment le meilleur ami et le confident de Maurice Mas, qui nous a vraiment parlé de son contact, qui nous a expliqué que Maurice Mas, c'était quelqu'un d'extrêmement crédible, c'était quelqu'un qui ne cherchait pas à se faire de la publicité, c'était quelqu'un qui était discret, qui voulait juste mener sa vie. Donc, suite à son contact, où il a vu au petit matin du 1er juillet 1965 un ovni posé dans son champ de lavande, avec 2 êtres humanoïdes de petite taille à proximité, qui l'ont ensuite paralysé. Voilà, son contact, c'est simple. Il y a très probablement eu des abductions après, parce que beaucoup de rencontres rapprochées du 3e type sont en fait des souvenirs écrans pour masquer des abductions. Il dormait énormément. Suite à son contact, il s'est mis à dormir énormément. Et très probablement, il avait d'autres informations selon Maurice Chassepoul qui n'a jamais révélé, mais c'est très probablement, c'est une déduction de ma part, c'est très probablement des informations liées à des abductions. Toujours est-il que c'était quelqu'un d'extrêmement respecté
dans le village, quelqu'un de très discret, mais qui a vraiment souffert dans sa chair suite à cette rencontre rapprochée. Et très clairement, il a été manipulé dans le sens où il pensait, où il a été entraîné à penser que le contact était positif, mais toutes les conséquences de ce contact ont été négatives pour lui, dans le sens où après cela, il s'est vraiment coupé de tout le monde, il s'est isolé, dans le sens où il a eu des effets physiologiques, notamment où il dormait énormément de temps, très probablement aussi des problèmes de santé selon les gens qui le connaissaient, et où sa vie a été totalement bouleversée. Ce n'était pas la même personne. Et donc, très globalement, les répercussions de ce contact ont été négatives, d'autant plus que la bêtise des gens, les rigolades des gens qui ne connaissent absolument rien au phénomène OVNI n'ont pas arrangé les choses, ça c'est clair, c'est net. Et c'est précis. À un moment, il ne voulait plus témoigner. À un moment, il ne voulait plus témoigner, plus parler, parce que les gens étaient absolument abjects, absolument méchants. Alors que ces phénomènes existent bel et bien. Je tiens à dire quand même que ça vaut, c'est bien ce qui s'est passé, parce que Monsieur Chapsoul a ouvert un bureau dédié à toutes ces rencontres dans cette ville. Voilà, d'un côté, il y a un côté positif avec ça, pas pour Monsieur Mas, mais au moins beaucoup de personnes qui connaissaient Maurice Mas ont quand même compris que les entités sans âme étaient une réalité. Absolument. Et c'est le cas de Maurice Chapsoul et de beaucoup d'autres personnes. Qui a un bureau reste dédié aux ovnis de cette région. Aux ovnis en partie, parce que c'est aussi disons, à la culture, aux traditions de cette région, mais voilà, il y a beaucoup de choses dans son bureau consacrées aux ovnis, à Maurice Mas, et tout ça. Et les gens de ce village sont extrêmement, Valençol, sont extrêmement ouverts sur le sujet des ovnis et tout ça. Beaucoup de gens en parlent. Donc, il y a eu quand même, comme tu dis, un côté positif, c'est que ça a ouvert l'esprit de beaucoup de personnes. Mais il y a eu les côtés délétères, négatifs sur Maurice Mas, et il y a eu beaucoup de gens qui ont été absolument abominables et abjects avec Maurice Mas. C'est ce qui se passe du reste avec les témoins d'OVNI et les témoins de phénomènes paranormaux. Ils se heurtent à la bêtise, à la méchanceté de certaines personnes. Par exemple, j'ai revu récemment une émission qui datait des années 80 d'Arthur C. Clarke consacrée aux phénomènes paranormaux, mais c'est absolument abject comme comment ce personnage méprisait les personnes qui vivaient des phénomènes paranormaux, qui vivaient des expériences qui les marquaient vraiment dans leur chair, qui les marquaient. C'est absolument abject comment il méprisait ces gens. Et le mépris continue. C'est plus subtil, peut-être. Il y a quand même il y a un peu plus d'ouverture qu'à l'époque, mais le mépris se poursuit malheureusement. Donc ça, c'est un truc que je cherchais à dire. Mais en tout cas, que ce soit Maurice Mas, que ce soit Pierre Monet, donc deux contactés qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer, puisque ça fait relativement longtemps qu'ils sont décédés, mais on a pu aller sur les lieux de leur contact, on a pu rencontrer des gens qui les connaissaient, notamment avec Maurice Mas. Ce qu'on voit, c'est que Maurice Chapsoul le connaissait, et puis une autre personne aussi qui nous a très gentiment amenés sur les lieux. Ce qu'on a pu constater, par contre, c'est que ces témoins se sont fait leurrer, manipuler par ces entités. Et quand on regarde, certes,
il y a cette espèce de manipulation par le programme du faux sauveur externe, mais il y a aussi la manipulation, qui ne semble pas avoir de but, si ce n'est jouer avec le témoin, jouer avec les croyances du témoin, vampiriser le témoin. Et ce que l'on peut constater, c'est que les entités sans âme jouent également sur les noms, c'est-à-dire qu'elles manipulent en fonction de leur nom. Et ça, encore une fois, on en revient à John Keel, qui avait montré que les entités prenaient des noms qui renvoyaient à des divinités de l'époque babylonienne, de l'époque égyptienne. Par exemple, Ashtar renvoie à la déesse Ishtar. La déesse Ishtar était absolument tout sauf positive. Ça n'avait rien de positif. On a parlé de tout ce qui entoure la déesse Ishtar et donc sa version égyptienne, Isis et tout ça, dans d'autres livres, notamment dans Le plan secret du diable. Donc on n'y reviendra pas dessus, mais il faut bien comprendre que ces déesses symbolisées et ces dieux de l'Antiquité étaient des représentations symboliques d'entités non humaines, de djinns, de démons, d'archontes, qui, elles, n'étaient pas du tout symboliques et ne sont absolument pas symboliques, qui existent et qui manipulent notre réalité. Mais il y a le jeu avec les entités qui jouent avec leur nom. Tout ça, ça fait partie du processus de manipulation du contacté, comme des espèces de signatures subliminales où elles disent qu'elles sont. Par exemple, Billy Meyer, une des entités qui le contacte ou l'a contacté, c'était une entité qui s'appelle Sémias, qui se faisait passer pour une pléiadienne. Or, Sémias fait référence à Semyaza, un démon littéralement, que l'on retrouve dans des écrits apocryphes et tout ça. Donc, on voit très bien cette espèce de signature subliminale où les entités jouent avec leur nom. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Billy Meyer, c'est pareil, les gens l'ont décrié et tout ça, l'ont cassé, mais les photos de Billy Meyer sont absolument authentiques. Et puis il a beaucoup souffert. Et puis il a énormément souffert, il a perdu un bras et tout ça. Justement, on va y revenir sur tout ça. Il a perdu un bras. Une grande partie de sa famille s'est détournée de lui et tout ça, donc il n'a rien eu à gagner avec ses contacts. Billy Meyer, les photos de Billy Meyer ont été authentifiées. Il y a une enquête remarquable qui a été faite par un journaliste américain, un vrai journaliste, Gary Kinder, dans les années 80. Beaucoup aussi de témoins étaient présents lorsque Billy Meyer avait des contacts. Donc, c'est un cas qui est authentifié. Simplement, les entités qui contactaient Billy Meyer n'étaient pas ce qu'elles disaient être. C'était des entités, comment dire ça, extradimensionnelles, des entités de type archontique, qui ont fait penser à Billy Meyer que c'était des entités pléiadiennes ou peu importe, mais que c'était des entités, disons, des sortes de frères de l'espace, des faux sauveurs externes, et elles ont en quelque sorte manipulé Billy Meyer pour que quelque part il véhicule toute cette propagande liée aux faux sauveurs externes, des entités sans âme, et en même temps, ces entités ont détruit la vie de Billy Meyer parce que quand on voit un petit peu ce qu'il a vécu au cours de sa vie, c'est énormément de souffrance et tout cela. Et ça, c'est typique du syndrome du contacté. Quand on regarde les contactés, que ce soit les contactés connus ou moins connus, on se rend compte que beaucoup d'entre eux souffrent dans leur chair, que beaucoup d'entre eux tombent malades, que beaucoup d'entre eux
perdent leur famille, leur travail, leur santé suite au contact. Et c'est ce que John Keel appelait le syndrome du contacté. Donc, ces contactés rencontrent des entités qui se font passer pour des soi-disant frères de l'espace. Ces entités les amènent dans d'autres dimensions physiquement, parce que la plupart de ces événements ont lieu sur le plan physique, il faut le préciser. Ce sont des entités bien physiques, même si la physique de ces entités est différente de la nôtre. Et donc, ils reviennent avec toute une propagande de la part de ces entités non humaines qui parlent de programmes du faux sauveur externe. Ils reviennent aussi avec des prophéties dont certaines se réalisent, mais la plupart ne se réalisent pas, il faut le souligner. Et ils pensent qu'ils ont rencontré des frères de l'espace ou des soi-disant frères de l'espace. Pourquoi? Parce que ces entités se présentent très souvent comme les créateurs de l'humanité. Elles se présentent comme des soi-disant dieux, comme des soi-disant sauveurs externes. Donc, ils reviennent de là et ces contactés qui ne connaissent pas les entités, qui très souvent, avant leur contact, ne s'intéressaient absolument pas ni à la présence extraterrestre, ni aux ovnis, ils gobent tout cela. Et c'est logique, parce que s'il n'y a pas l'information, on gobe la propagande de ces entités. C'est vrai. Et donc, ensuite, ils deviennent, malgré eux, très souvent, des sortes de gourous qui sont utilisés par les entités pour pousser le programme du faux sauveur externe. Et très souvent, pendant un certain temps, ils vont avoir des dons de prophétie, des dons de guérison. Et surtout, ils vont donner le message des entités sans âme, qui est un message qui plaît, parce que ils sont entraînés. Ils sont utilisés par les entités sans âme. Donc, ils ont une certaine notoriété. C'était le cas de George Adamski, ça a été le cas de Billy Mayer aussi, à un degré moindre de Pierre Monet. Maurice Mas, non, absolument pas. Lui, c'était plus de type abduction, mais beaucoup de contactés. Donc, ils ont une certaine notoriété. Et ils ont des espèces très souvent de dons de prophétie et tout ça, qui parfois se réalisent, qui même se réalisent très souvent au début, tout du moins. Et puis, un jour, les entités sans âme les lâchent. Et là, ils ont des dons de prophétie, ou ils n'ont plus de dons de prophétie, puisque les prophéties ne se réalisent plus. S'ils ont des dons de clairvoyance, tout cela s'arrête. Et puis après, des éléments dans le message de propagande donné par les entités sans âme sortent pour discréditer le contacté. Par exemple, les entités sans âme ont dit à Adamski qu'elle venait de Vénus, ce qui était un énorme mensonge. Et ensuite est sortie l'information de la NASA, qui est aussi un mensonge, comme quoi Vénus n'était pas habitable. Et pourquoi mensonge? Parce que personne ne sait ce qu'est Vénus. Personne ne sait vraiment ce que sont les planètes, quelle est la nature même de cette réalité. Donc, il y a ce côté mensonger. Seuls savent le sommet du complexe militaro-industriel et ceux qui tirent les ficelles derrière les programmes spatiaux secrets. Et en même temps, cette manipulation des entités sans âme qui se disaient des Vénusiens. Donc il y a cette espèce de double manipulation. Et cette histoire de Vénusiens a littéralement coulé George Adamski. Et c'était en fait une propagande des entités sans âme. Comme disait Jimmy Gueux, les entités meutaient dans leur soi-disant message le germe de la destruction du contacté. Et c'est bien vrai. Pour le cas de Billy Mayer, il y a aussi des éléments comme ça et tout. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que si certains contactés ont des dons de prophétie et tout ça, les entités sans âme retirent tout d'un seul coup. Donc, il faut imaginer le contacté qui avait des dons de voyance, qui prévoyait l'avenir, qui ne se trompait pas,
qui soudain ne D'un prévoit coup, plus il rien, perd tout. ne guérit plus rien. Donc, il perd tout. Pourquoi? Parce que les soi-disant pouvoirs donnés aux contactés par les entités sans âme ne sont même pas des pouvoirs en fait. Ce sont des leurs. C'est issu de la technologie des entités sans âme. C'est des dons de clairvoyance, des dons de prophétie mais les vrais dons synthétiques. existent bien. Mais les vrais dons existent bel et bien. C'est ce qu'on appelle les dons de Mais clairvoyance est-ce que tu penses que organique. les Vénusiens peuvent exister effectivement sur une autre dimension? Bien évidemment, bien évidemment. Moi, je pense qu'il faut raisonner pour ces entités en termes de dimension et non pas en termes de planète. Pourquoi? Parce que de tous les côtés, il y a énormément de mensonges qui sont dits sur la nature de notre réalité et tout ça. Des mensonges officiels, mais aussi des mensonges de la part des entités sans âme. Donc, pour comprendre ces entités, il faut bien comprendre que l'on a affaire à des entités qui maîtrisent le temps, qui maîtrisent l'espace et qui maîtrisent les dimensions. Ça va bien au-delà de simples extraterrestres. C'est des entités extradimensionnelles, qui ont une technologie bien très, supérieure très à la nôtre, et il faut raisonner en termes de dimension. Absolument. Du reste, Notre-Dame et beaucoup d'autres églises jamais seraient construites le jour d'aujourd'hui. Absolument. Quand on voit les constructions de l'Antiquité, les pyramides, les cathédrales et tout ça, c'est des constructions qui sont impossibles à dupliquer aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a des technologies non humaines derrière tout cela. Ouais. Et on voit bien qu'il y a eu cette espèce de manipulation de l'humanité par ces entités non humaines, ces entités extradimensionnelles. Alors pourquoi je disais ça? Parce que c'est la première étape du syndrome du contacté, c'est que les entités sans âme lâchent le contacté, lui enlèvent les pouvoirs psychiques synthétiques, lui donnent des informations délibérément fausses pour le casser, et ensuite commence le processus de destruction. Et la destruction se fait au niveau du travail, de la santé, des finances et tout ça. Par exemple, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Georges Adamski est mort sans un sou. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mort de Georges Adamski est elle-même suspecte. Timothy Good et Lou Zinstag, deux grands ufologues des années 60, 70 et 80, et Timothy Good a même continué jusqu'aux années 2000, ils ont fait toute une contre-enquête sur Georges Adamski. Ils se sont rendus compte que ces témoignages étaient vrais, cette expérience était en très grande partie vraie et authentifiée, avec de nombreux témoins et tout ça. Ils se sont rendus compte qu'il disait la vérité, mais ils se sont aussi rendus compte qu'il était manipulé par des entités non humaines. Par exemple, même Georges Adamski le disait. Il le disait lui-même à la fin de sa vie, qu'il était manipulé qu'il était contacté, moi je dirais manipulé, par deux groupes d'êtres, et que le second groupe d'êtres n'était absolument pas positif. Mais cette information ne sort pas. Pourtant, il avait compris qu'il était manipulé par les entités non humaines. Moi, je pense que les deux groupes d'entités qui contactaient Adamski étaient les mêmes, mais qui jouaient tantôt le rôle de méchant, tantôt le rôle de gentil, parce que les entités sans âme jouent sur les deux tableaux. À la fois, elles montrent qui elles sont, et à la fois, elles jouent sur le tableau de la fausse lumière. Donc, est-ce que tu penses que... Adamski, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il a eu des gros problèmes de santé. Et sa mort, ce qui sous-entend, en tout cas Timothy Good et Lou Zinstag, c'est que la mort d'Adamski était extrêmement suspecte. Et quand on regarde les contactés, beaucoup d'entre eux ont des énormes problèmes de santé et finissent parfois par décéder de leur contact. Billy Meyer a perdu son bras, comme tu l'as
très, très bien dit. D'autres contactés Perdre tombent leur malades, santé, perdre des développent proches et des tout ça. cancers, perdent des proches, se retrouvent totalement isolés, voire finissent par mourir suite à leur contact. Et tout cela, c'est ce que John Keel appelait le syndrome du contacté. Et c'est lié à cette espèce de jeu pervers des entités sans âme qui vampirisent littéralement les humains. Et est-ce que les contactés peuvent à un moment donné déconsentir à la manipulation et dire je ne consens pas et je fais mes recherches pour m'en sortir? Il y a au moins un cas d'un contacté qui a déconsenti, un cas très connu, c'est Howard Menger. Howard Menger était, comme Adamski, manipulé par des entités sans âme, des entités qui se faisaient passer pour des Vénusiens et des Martiens. Et à un moment donné, Howard Menger a compris que ces entités le manipulaient. Donc, il a quitté la scène ufologique et bien lui en a pris, puisque il est mort de sa belle mort à près de 90 ans sans gros problème, parce qu'il avait compris la manipulation de ces entités sans âme. Mais là encore, quand on lit le récit d'Howard Menger, Mes amis les hommes de l'espace, on se rend compte qu'il a vécu un enfer suite à ce contact. On se rend compte du degré de la manipulation de la part de ces entités. On se rend compte aussi que ces expériences étaient réelles avec des témoins indépendants, des photographies qui ont été authentifiées, mais on se rend compte aussi de la souffrance de Howard Menger parce qu'il a perdu un enfant d'un cancer, il a divorcé aussi, c'est typique du syndrome du contacté. Et selon John Keel, beaucoup de contactés, ils ont des incendies mystérieux et des phénomènes de type poltergeist. Pourquoi? Parce que les entités sans âme peuvent se manifester sur le plan physique, mais aussi sur le plan éthérique, sur le plan astral. Et beaucoup de contactés ont, suite à leur contact, des phénomènes de type poltergeist et des incendies mystérieux. Et on peut faire le lien entre certains cas de combustion spontanée et la présence de ces entités sans âme. Les anciens, notamment dans le monde arabo-musulman, parlaient de djinns comme des êtres plasmatiques. Alors eux disaient du feu sans fumée. Or, Larry Arnold, qui a étudié la combustion humaine spontanée, que j'ai eu le privilège d'interviewer pour Au-delà d'illusions, un type vraiment génial, sympathique, accessible et très ouvert d'esprit, il fait le lien entre certaines entités, entre les plasmas, entre des entités de type plasmatique et certains cas de combustion spontanée. Donc, on peut voir qu'il y a un lien entre les entités sans âme et les combustions spontanées. Donc ça, c'est vraiment... Je voulais aussi te poser une question par rapport à la paralysie du sommeil. Est-ce que tu penses que ça a à voir avec les abductions ou pas? Bien Parce sûr. que effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont eu la paralysie du sommeil. C'est très souvent une des conséquences des abductions. C'est-à-dire que les entités sans âme vont paralyser l'abducté avant son abduction et lors de son retour, et c'est ce qui donne la paralysie du sommeil. C'est lié aux entités sans âme. Et ça, c'est extrêmement important. Très souvent, beaucoup de gens qui parlent de phénomènes d'incubes et de succubes liés à des phénomènes de paralysie du sommeil, sont très souvent des abductés qui ne se rendent même pas compte parce que les entités sans âme sont capables de paralyser les personnes. Maurice Mas, par exemple, a été paralysé et a été paralysé pendant son contact et tout laisse à penser qu'il a eu sa mémoire effacée, qu'il a eu une expérience d'abduction. Donc, absolument. Mais je voulais en revenir au contacté. C'est que à l'heure actuelle, il y a beaucoup de contactés
qui sont sur Internet qui disent être contactés par des soi-disant frères de l'espace qui font partie de la Confédération galactique. Quand on étudie les témoignages de ces contactés, on se rend compte que leurs témoignages sont authentiques dans le sens où ils disent la vérité, où ils ont vécu des expériences physiques, très souvent aussi avec des abductions. Et quand on entend parler ces contactés, on se rend compte qu'ils décrivent une expérience réelle. On voit l'émotion, on voit les larmes dans leurs yeux et tout ça. Donc, ils décrivent des expériences réelles. Et beaucoup de gens qui disent qu'ils mentent ne les ont même pas écoutés parce qu'on voit qu'ils disent la vérité. On voit leur émotion et tout ça. Simplement, ces contactés sont manipulés par des entités sans âme qui se font passer pour des entités de la Confédération galactique, qui d'ailleurs est liée aux entités sans âme. Et ces contactés sont utilisés pour véhiculer le programme du faux sauveur externe. Et là aussi, on voit qu'énormément de ces personnes sont élevées par les entités sans âme au rang d'espèces de messagers de la part de ces entités, mais qu'ensuite ils sont détruits par les entités sans âme. On retrouve toujours le même syndrome du contacté. Et les entités sans âme jouent très souvent sur plusieurs plans, en se montrant sous leur forme réelle lors d'abduction, et ensuite en se montrant aux mêmes abductés comme des soi-disant faux sauveurs externes liés à la Confédération galactique. Donc, là encore, les contactés ne mentent pas, ils disent la vérité. Les expériences sont authentiques, elles ont lieu sur le plan physique, ils rencontrent physiquement des formes de vie non humaines et sont très souvent transportés physiquement dans notre dimension. Par contre, ils sont manipulés par les entités sans âme qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Et ça, c'est quelque chose, ça c'est absolument terrible. Il suffit de regarder les noms qu'utilisent les entités. Sans âme, c'est toujours des noms qui, d'une manière ou d'une autre, évoquent des dieux de l'Antiquité. Or, les dieux de l'Antiquité n'avaient rien de positif et n'ont rien de positif. Ce sont des entités sans âme, ce sont basiquement des descriptions symboliques des entités sans âme. Or, les entités sans âme utilisent très souvent le nom de Dieu de l'Antiquité. Pourquoi? Parce que c'est la révélation de la méthode. Elles disent qu'elles sont pour avoir le consentement, pour manipuler par le consentement. Et on retrouve ce même phénomène de manipulation de l'heure chez les channels et les médiums. Je ne dis pas tous les channels, pas tous les médiums, mais chez certains. Oui, je voulais te demander quel est le consentement, quels sont les consentements directs et les consentements indirects, parce que c'est très difficile parfois de discerner. Les consentements directs, c'est très souvent quand les entités sans âme disent à quelqu'un je suis un guide spirituel, je suis un être de lumière, je suis venu pour t'aider, est-ce que tu consens à me donner ton corps, par exemple? Là, c'est un consentement à la possession. Et la personne qui est leurrée par ça est leurrée à se faire posséder, mais le plus souvent, et heureusement, les consentements sont indirects, c'est que les entités sans âme se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Elles flattent l'ego du contacté, du channel, du médium, donc c'est quelque part une forme de consentement. Et aussi, elles sous-entendent certaines choses. Par exemple, elles donnent un nom qui rappelle les dieux de l'Antiquité pour dire qui elles sont. Et comme la plupart des gens ne connaissent pas le lien entre dieux de l'Antiquité et entités sans âme, et n'étudient pas tous ces dieux de l'Antiquité, ce qu'il y avait derrière eux, parce que c'était absolument abominable. Je n'en parlerai pas ici, j'en ai suffisamment parlé
dans mes livres, dans d'autres podcasts, mais c'est vraiment abominable. Donc, comme les gens, par exemple, il y a une idéalisation de l'Égypte ancienne, mais c'était quelque chose d'abominable. De même que la Grèce antique, la Rome antique, et tout ça. Donc, quand elles utilisent des noms, ces entités de dieux égyptiens, de dieux grecs et de romains, quelque part, c'est une forme de consentement de dieux aussi celtiques, de dieux nordiques, de plus en plus. Ça aussi, pareil, ce n'était pas du tout positif. Et c'est pour obtenir le consentement des gens. Quand elles disent qu'ils sont des frères de l'espace ou la Confédération galactique qui vient nous aider, est-ce qu'il faut vraiment se méfier parce que c'est sûr. Une désinformation totale. Il n'y a pas de sauveur externe. Il y a des aides spirituelles, ça c'est clair. Il y a des êtres de la vraie lumière, ce qu'on peut appeler des anges et tout ça, mais c'est une minorité de contacts et ils vont aider dans l'ici et le maintenant. Il y a pas, ils vont pas dire voilà, je vous nomme ambassadeur de ci, ambassadeur de ça, je vous utilise pour donner la bonne parole. Les vrais aides spirituels aident dans l'ici et maintenant. Et puis ils font pas le travail à notre place. Ils font pas le travail à notre place. C'est comme quand des personnes entendent une voix qui leur dit en plein bombardement, ça c'est arrivé à mon arrière-grand-mère, aujourd'hui décédée, mais quand en plein bombardement, elle entend, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le Blitz en Angleterre, mon arrière-grand-mère était dans un abri anti-aérien avec ses filles, et une de ses filles était ma grand-mère du reste, et elle entend comme une voix qui lui dit « Tu prends tes filles et tu sors de cet abri immédiatement. Tu prends tes filles, tu sors de cet abri immédiatement. » Donc elle prend ses filles et elle sort. Et tout le monde la prend pour une folle. Mais Madame Timmins, pourquoi vous sortez de cet abri anti-aérien? Il y a un énorme bombardement, c'est le Blitz, vous allez être tué. Elle a écouté ce que cette voix lui a dit et elle est sortie et bien lui en a pris parce que l'abri anti-aérien était touché directement par une bombe allemande et tout le monde est mort. Donc là, c'est un exemple typique, pour moi en tout cas, de contact avec des entités de la vraie lumière. Là, le message est clair, net et précis. Et bien évidemment, les entités ne font pas le travail à notre place. Donc, de toute manière, 90% des messages de channeling sont des manipulations d'entités sans âme. Il ne faut pas se leurrer, et c'est le cas de le dire. Il y a énormément de manipulations. Donc, beaucoup de channels sont aussi manipulés par des entités sans âme qui se font passer pour des soi-disant frères de l'espace. Là encore, il y a le même genre de messages, des messages qui véhiculent le programme du faux sauveur externe, qui très souvent flattent l'ego du channel. Et ensuite, ces entités, d'une manière ou d'une autre, vont utiliser le channel ou pour véhiculer la propagande du faux sauveur externe, ou alors vampiriser le channel. Et après, c'est pareil, dans de nombreux cas, le channel finit par tomber malade, par être détruit par ces entités sans âme. Carla Turner et Eve Lorgen parlent du cas de Ted Rice. Ted Rice, un channel qui a été détruit, basiquement, qui a été détruit par ces entités qu'il canalisait, qui en fait étaient des entités sans âme, de type reptilien, qui se faisaient passer pour des êtres de lumière et tout, et ça l'a presque détruit, et ça a détruit sa grand-mère, parce que ces entités étaient les mêmes entités que celles qui l'enlevaient. Donc ça, c'est un exemple typique de channel qui est
presque détruit et qui a des proches détruits par ces entités sans âme. D'ailleurs, on le voit, beaucoup de channels sont en extrême mauvaise santé, dans un état de fatigue énorme, tout simplement parce que les entités les vampirisent. Et ce qui est très révélateur, c'est que beaucoup de channels, les entités qui contactent les channels ne disent absolument rien de concret. C'est tout, on va venir vous sauver, tout va être beau, tout va être rose, il y a des nouvelles vibrations, mais il n'y a aucune information spirituelle de haut niveau, aucune information même sur certains faits, aucune information concrète. C'est que un espèce de blabla pour endormir le channel et pour ensuite vampiriser l'auditoire du channel et pour à terme détruire et posséder le channel. Et ça, c'est quelque chose de vraiment tragique. Donc, tous les channels... je ne dirais pas tous les channels, je dirais il y a 10% de channels qui canalisent vraiment des êtres de la vraie lumière, qui donnent des informations valables. Et parfois, il peut y avoir des transmissions d'êtres de la vraie lumière. Alors, les êtres de la vraie lumière, ça peut être des anges, des guides, même, j'aime pas le mot guide forcément, mais disons des anges, ou bien des aspects même du moi supérieur, peu importe comment on appelle ça, peu importe, mais, ou des vrais guides, si tu veux, pour simplifier, mais c'est extrêmement rare. Mais il y a des transmissions de channeling qui sont comme ça, puis il y a des transmissions de channeling où il y a peut-être 5% qui viennent d'authentiques êtres de lumière et 95% qui viennent d'entités sans âme. Et puis il y a des channels qui sont totalement manipulés par des entités sans âme. C'est pareil avec les médiums. Il y a des médiums qui contactent des décédés authentiques. Là, les décédés, comme ils restent manipulés par leur système de croyance, ne vont pas forcément donner des grandes informations spirituelles, mais ils vont donner des informations qui vont aider des personnes qui ont perdu un proche et des informations que seul le décédé et la personne qui consulte peut connaître. Parfois même la personne qui consulte le médium ne connaît pas des informations données par les décédés et les découvre ensuite. Donc il y a des contacts avec des décédés authentiques, mais les décédés restent manipulés par leurs croyances. Mais il y a aussi des contacts, et c'est le cas de la majorité malheureusement des transmissions médiumniques. Il y a des contacts avec des entités qui se font passer pour des décédés. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour le médium parce que ça vampirise le médium, ça détruit le médium. Et c'est extrêmement dangereux pour la personne qui consulte le médium parce que la personne peut finir par littéralement être possédée ou détruite par l'entité qui se fait passer pour un décédé. Et c'est ce qui est arrivé à Joe Fisher, par exemple, un Canadien qui pensait avoir retrouvé, disons, son guide spirituel qui, dans une vie antérieure, se présentait comme en fait la femme de Joe Fisher. En réalité, cette entité était un esprit manipulateur et ça a détruit le couple de Joe Fisher. Et Joe Fisher a fini par mourir des suites de ce contact. Et la médium est tombée très gravement malade. Est-ce que ces entités font toujours les mêmes schémas, plus ou moins, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser le channel ou les médiums, et ensuite ils vont flatter l'ego, et après ils vont les rendre malades et les détruire finalement. C'est quelque chose de très répétitif. Il y a plusieurs années. Il y a d'autres façons aussi d'arriver à détruire. Elles arrivent. Je vais en donner quelques-unes, mais pour te donner un exemple, il y a longtemps, près de 20 ans, j'ai connu un magnétiseur qui était extrêmement compétent et très bon magnétiseur, quelqu'un de très bien. Puis il a commencé à avoir une channel, et la channel contactait des entités qui se présentaient comme des maîtres ascensionnés. Là aussi, beaucoup d'entités qui se présentent comme des maîtres ascensionnés sont en réalité des entités
de la fausse lumière. Et les entités, par le biais de la channel, ont dit à ce magnétiseur qu'il était soi-disant Dieu. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, ça lui a flatté l'ego, et les mots employés par les entités ont été employés exprès pour flatter l'ego du magnétiseur. Donc, il a quelque part consenti à ces entités. Au fil du temps, ses dons de magnétisme ont quasiment disparu. Sa santé s'est dégradée et il a fini par faire un arrêt cardiaque. Heureusement, il a pu être ranimé, mais les entités sans âme ont failli le tuer en le vampirisant littéralement. Donc, c'est toujours le même schéma classique. Un message qui plaît, un message qui parle de faux sauveur externe, parfois un message qui flatte l'ego. Ensuite, les entités sans âme font semblant d'aider le contacté, channel, médium, ou parfois la personne qui consulte les channels, médium, etc. Et puis au bout d'un certain temps, les entités sans âme lâchent la personne et détruisent la personne. Et avec des conséquences qui peuvent être terribles. La personne se retrouve isolée, se retrouve très souvent séparée de sa famille, de ses amis, malade, et parfois la personne peut même mourir des suites de ses contacts. C'est ce que John Kee appelait le syndrome des contactés. Parce que le syndrome de contacté, c'est finalement le vampirisme, parce que c'est le vampirisme psychique. Voilà. Et beaucoup de personnes, par exemple, c'est la mode à l'heure actuelle de faire des chasses aux fantômes. Beaucoup d'émissions sur des chasseurs de fantômes, on les retrouve sur YouTube et tout ça. Et effectivement, il y a des fantômes qui sont des décédés authentiques, ce qu'on peut appeler des amérantes. Il y a aussi, comme on l'a vu dans le podcast de la semaine dernière, certains fantômes qui ne sont pas des fantômes du tout, mais qui sont ce qu'on peut appeler des personnes d'une autre époque, d'autres timelines. Ça, c'est lié à des glissements du temps. D'autres sont des tulpas, d'autres sont issus de la mémoire des murs. Donc, c'est multifactoriel, mais certains fantômes sont aussi des entités sans âme qui se font passer pour des décédés. Et là, les conséquences peuvent être terribles, parce que si une personne n'identifie pas les entités sans âme, ou si une personne n'est pas informée sur la présence de ces entités sans âme, ça peut aller jusqu'à la possession. En tout cas, il y a du vampirisme psychique. De même pour les cryptides, et on va refaire des podcasts sur la cryptozoologie parce que c'est un thème passionnant. Il y a effectivement des animaux inconnus authentiques, il y a des humanités parallèles, il y a certains cryptides qui sont liés à des créatures extradimensionnelles qui passent d'une dimension à une autre sans faire de mal, un petit peu comme on passe d'une pièce à une autre. Mais il y a des cryptides qui sont des tulpas aussi, ça c'est encore autre chose, mais d'autres cryptides sont des entités sans âme qui se font passer pour des cryptides. Par exemple, les Bigfoot, certains Bigfoot correspondent à des humanités parallèles, d'autres apparitions de Bigfoot correspondent à des entités extradimensionnelles, ça c'est clair, c'est net et c'est précis. D'autres apparitions de Bigfoot correspondent à des tulpas, d'autres aussi sont des chimères liées aux expérimentations du complexe militaro-industriel en collaboration avec les entités sans âme, mais d'autres Bigfoot sont des entités sans âme qui prennent l'apparence de Bigfoot. C'est ce qui explique que des personnes qui ont retrouvé par exemple des poils de Bigfoot, dès qu'ils retrouvent ces traces de Bigfoot, il leur arrive énormément de problèmes et tout ça. Il y a plusieurs chercheurs américains qui parle de ça, notamment Bill Bean, qui explique le cas de ce chasseur qui a retrouvé des poils de Bigfoot et après, suite à une rencontre rapprochée avec les Bigfoot, et suite à cette rencontre rapprochée, il n'a eu que des problèmes. Pourquoi? Parce que le Bigfoot qu'il n'a vu n'était très probablement pas un Bigfoot en tant qu'humanité parallèle ou créature extradimensionnelle, mais était une entité sans âme se faisant passer pour un Bigfoot. D'ailleurs, même certaines apparitions de monstres du Loch Ness
sont des entités sans âme qui se font passer pour des monstres du Loch Ness. Pas toutes, mais certaines. Mais Ça, il y a par aussi exemple, les animaux qu'on il y a ne aussi connaît les pas. animaux inconnus. C'est Absolument. multifactoriel, la Oui. cryptozoologie. C'est très intéressant, c'est passionnant. Par exemple, Nick Redfern a montré qu'il y a plusieurs types de monstres du Loch Ness. Il y a des animaux inconnus, des variétés de poissons géants, mais il y a aussi des entités qui sont liées à des phénomènes de manipulation du temps, puisque Crowley possédait la Boleskine House à proximité du monstre du Loch Ness et faisait des rituels de magie noire pour manipuler le temps, d'où son lien avec l'expérience de Philadelphie. Mais d'autres apparitions de monstres du Loch Ness ont détruit des personnes. Il y avait un chercheur, Ted Holliday, très connu dans les années 70, qui a été détruit suite à des apparitions de monstres du Loch Ness. Donc on a affaire à des entités sans âme qui se font passer pour des cryptides. Même pour les apparitions religieuses, sans rentrer dans la religion, je pense que dans toutes les religions, il y a un message d'amour, mais qui a été tronqué par les entités sans âme, par des facteurs humains et non humains, mais qui a un message authentique. Il n'empêche que les entités sans âme utilisent aussi nos croyances religieuses pour nous manipuler. Par exemple, certaines apparitions de la Vierge Marie n'ont rien à voir avec la Vierge Marie, ni avec des êtres de lumière. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des êtres de la vraie lumière qui prennent des apparitions de personnages religieux pour transmettre un message à quelqu'un. Ça peut arriver, par exemple, des gens ont vu des apparitions du Christ, de la Vierge Marie, dans des situations extrêmement mauvaises, dans une souffrance terrible, et on finit par s'en sortir. Donc, est-ce que c'est des personnages religieux qui apparaissent vraiment, ou est-ce que c'est des êtres de la vraie lumière qui prennent des formes de personnages religieux? C'est une possibilité. Mais en tout cas, pour beaucoup d'apparitions religieuses, type apparition mariale, on voit cette manipulation de la part des entités sans âme. À Lourdes, il faut voir ce que la Vierge Marie, ou l'entité se faisant passer pour la Vierge Marie, plus exactement, faisait faire à Bernadette Soupirou. Elle lui faisait se badigeonner de terre, manger de l'herbe et tout ça. Et ça, c'est pas le comportement d'un être de lumière. On voit très très clairement que l'entité manipulait Bernadette Soupirou. Et attention, je ne suis contre aucune religion, bien évidemment. Je pense que le message de base de toutes les religions est authentique, même s'il a été tronqué. Donc ça, je le répète, mais je constate qu'il y a quelque chose d'extrêmement étrange derrière cela. Donc on peut penser que certaines entités sans âme se font passer pour des personnages religieux, que ce soit des apparitions de personnages de la religion chrétienne ou de personnages de la religion hindouiste, bouddhiste, etc. Ces entités sans âme prennent l'aspect de ces personnages pour vampiriser, pour générer une énergie de dévotion, pour prendre les énergies des masses. Donc on voit qu'il y a des manipulations de la part des entités sans âme qui non seulement ont tronqué des faits réels, le message d'amour des religions qui est réel pour générer des systèmes de croyances, pour manipuler, mais qui aussi génèrent d'autres systèmes de croyances et qui génèrent par exemple toutes les croyances liées au programme du faux sauveur externe, liées aux frères de l'espace ou aux soi-disant frères de l'espace, de manière à pouvoir manipuler et vampiriser l'énergie de dévotion des masses. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est qu'on a affaire à des entités sans âme qui manipulent nos perceptions. Comment distinguer, comment discerner? Parce que c'est vrai qu'il faut beaucoup étudier. Toi, tu étudies ces manipulations depuis longtemps et tu n'as pas fini d'étudier. Comment vraiment avoir un peu de discernement vis-à-vis de tout ça? Ben déjà, les entités sans âme, elles se font passer pour ce qu'elles ne sont pas.
elles se font passer pour des soi-disant frères de l'espace, elles se font passer pour des maîtres ascensionnés, notamment lors de transmission de channeling, elles se font passer pour des décédés, elles se font passer pour des fantômes de décédés, elles se font passer pour des cryptides ou des personnages religieux. Et ça n'empêche pas qu'il existe des cryptides qui sont vraiment des animaux inconnus, des vrais êtres de lumière, des vrais êtres de lumière. Simplement, les transmissions et les apparitions de ces vrais êtres de lumière sont extrêmement rares. Donc déjà, par contre, pour les cryptides, c'est un petit peu différent parce qu'il y a énormément d'animaux inconnus et tout ça. Donc, disons que la moitié des apparitions de cryptides et la moitié des apparitions de fantômes sont vraiment de décédés ou vraiment d'animaux inconnus. Mais il y a toujours ce facteur manipulation. Donc déjà, comment distinguer la manipulation? C'est déjà quand l'entité donne un message qui flatte l'ego. Quand l'entité donne un message qui flatte l'ego, danger. Quand l'entité aussi porte un jugement sur l'humanité, danger. Quand l'entité dit que tout est fini, que les entités négatives sont parties et tout ça, danger, parce qu'elles incitent à la passivité. Quand les entités sans âme font des transmissions de channeling et qu'elles portent un jugement sur l'humanité, danger. Qui sont ces entités pour pouvoir juger l'humain? Donc, danger, danger, danger. Quand elles flattent l'ego, quand elles portent des jugements, quand elles incitent à la passivité, quand elles activent le programme du faux sauveur externe, quand elles vantent certains acteurs de la politique, danger, danger, danger. Les entités, les vrais êtres de lumière, ils donnent un message très clair, très concis, qui est dans l'ici et maintenant. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla. C'est un message qui est dans l'ici et maintenant. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est avoir un maximum de discernement et bien comprendre cette espèce de système de contrôle de la part de ces entités sans âme. Est-ce que savoir s'écouter, écouter son ressenti, c'est très important dans ce travail de recherche? C'est écouter son ressenti. Et c'est choisir la bonne information. Et la bonne information, c'est l'information qui résonne tout simplement avec nous. Mais selon ce que tu as découvert, je tiens à signaler, et c'est très intéressant, c'est que les entités peuvent manipuler nos pensées, donc faire en sorte que ce qu'on pense, ça vient de nous, mais en fait, ça ne vient pas de nous. Comment faire dans tout ça? Disons que c'est se connaître soi-même. C'est vraiment faire un travail sur soi pour se connaître soi-même. Disons que, par exemple, toutes les pensées négatives à propos de nous-mêmes, selon le travail de Jerry Marzinsky, notre cerveau n'est pas calibré pour avoir des pensées négatives à propos de soi-même. Donc, je pense que déjà, faire attention à cela. Ensuite, se connaître soi-même, c'est vraiment apprendre à se connaître. Et apprendre à se connaître, c'est faire un travail sur soi. Et un travail sur soi, ça se fait de manière... c'est à la fois très simple et à la fois très compliqué. C'est déjà se créer son propre bonheur, c'est déjà savoir se relaxer, savoir ce qu'on aime, vraiment apprendre à se connaître, qu'est-ce qu'on aime et tout ça, savoir se relaxer. Et plus on se crée son propre bonheur, paradoxalement, en faisant des choses qu'on aime, des choses simples, promenade en forêt, des trucs qu'on aime, et en transmettant ce bonheur aux autres, plus on se connaît soi-même. Et c'est logique parce qu'on vibre beaucoup plus haut que les entités sans âme. Et comme on a une connexion divine, on peut monter presque à l'infini. Mais les entités sans âme qui n'ont pas de connexion divine ne peuvent pas monter au-delà d'un certain seuil. Donc pour faire un travail sur soi, c'est pas compliqué, mais ça demande une certaine se connaître soi-même déjà. Et se connaître soi-même et surtout faire des choses qui nous plaisent dans l'ici et maintenant. Profiter, en gros, c'est profiter de la vie
dans l'ici et maintenant. Pourquoi? Parce que si on se crée son propre bonheur, dans le quotidien, si on transmet aux autres, on est beaucoup moins accessible. Je ne dis pas qu'on n'est pas accessible parce que les entités sans âme sont partout, mais on a moins d'impact sur les entités sans âme puisqu'on vibre un degré au-dessus d'elles. Donc elles ont beaucoup plus de mal et plus on vibre haut, plus on se crée son propre bonheur et plus on transmet ça à un maximum de personnes, moins on peut être atteint par les entités sans âme. Donc c'est vraiment un travail au niveau individuel et au niveau collectif. Donc les mots, c'est information, joie et bonheur. Et la bonne information, c'est l'information qui résonne avec vous. Ça, c'est extrêmement important. Si l'information ne résonne pas avec vous, c'est vraiment une information à laisser. Et c'est valable pour ce podcast et tous nos podcasts. Si ça résonne avec vous, très bien. Ça ne résonne pas avec vous, laissez l'information, éventuellement y revenir plus tard, mais laissez l'information, parce que si quelque chose ne résonne pas, c'est que c'est pas le moment, tout simplement. Donc, et d'ailleurs, je tiens à préciser que tout ce qui est dit dans nos vidéocasts, dans nos podcasts, c'est de l'information et c'est vraiment libre à chacun, bien évidemment, de prendre ou de laisser. Absolument. En tout cas, merci de votre soutien, merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir, merci de votre écoute. Au revoir, merci beaucoup.